Étienne Klein, vous êtes directeur de recherche au CEA, vous êtes physicien, vous êtes philosophe des sciences, historien de la science ou des sciences, et vous êtes quelqu'un qui publiait plusieurs fois par an sur ces thèmes. Je crois qu'il y a des dizaines et des dizaines de publications que vous qualifiez vous-même de vulgarisation, mais je dirais vulgarisation au sens noble du terme. Olivier Girard, tu es le président d'Accenture pour la France et le Benelux, et à ce titre, au milieu du tsunami technologique de tes clients, les grandes entreprises, et donc un connaisseur intime de ces sujets, vu de l'intérieur de l'entreprise. Vous êtes donc les interlocuteurs rêvés pour parler de cette évolution à la fois de la technologie et de la science, d'un point de vue business d'un côté, et peut-être avec une hauteur de vue un peu plus philosophique de l'autre. Et je vous propose qu'on parle d'abord de cette accélération. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Deuxièmement, des questions qu'elle pose. Et on parlera ensuite un petit peu de ce que ça veut dire en termes d'attractivité pour la France. Et Olivier, je vais commencer avec toi. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment une accélération technologique? Je te livre toutes les questions en vrac et comme ça, tu auras 3 ou 4 minutes pour choisir tes chevaux de bataille. Dans quel domaine est-ce qu'elles sont les plus rapides? Comment est-ce que tu expliques cette accélération? Et quel rôle joue la science sur cette évolution de la technologie? Take your pick. Merci Olivier, bonsoir à tous, bonsoir Étienne. Alors oui, une accélération, je dirais même une double accélération. Je vais regarder l'histoire de la technologie ou des sciences de l'information sur 2 pas. C'est un univers, un secteur d'activité qui est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50. Et il y a un premier pas de 50 ans où la technologie, elle a servi de calculateur, elle a mécanisé certaines choses dans l'entreprise. Si on simplifie un peu, elle faisait des clôtures comptables dans l'entreprise, elle gérait des stocks, elle faisait de la prise de commande. Et elle a amené sa force de calcul au service de la science. Ça, c'est la première époque. Si on prend les 20 dernières années, depuis donc l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, là, on sent bien qu'il y a une accélération. D'abord, la technologie a pris une autre forme, qui est peut-être sa nature profonde, c'est celle du réseau. C'est un élément qui n'existait pas avant. On était dans la force brute du calcul. Là, on est dans le réseau, évidemment, avec Internet. Elle s'est rapprochée de nous. Elle était dans la salle des machines, elle est venue sur le bureau, elle est venue dans notre main, elle va venir de plus en plus près de nous. Elle s'est aussi insérée de plus en plus dans l'entreprise. J'y reviendrai. Donc je pense que ensuite, avec le cloud, l'intelligence artificielle, la capacité de stockage de la data et la puissance de calcul qui a connu un essor sans fin dans ces 20 dernières années-là, on voit bien que ces 20 dernières années sont bien plus riches et sont une accélération par rapport aux 50 premières. Et il y a une double accélération parce que dans ces 20 dernières années, là aussi, il y a une accélération. Depuis l'explosion du numérique ou du digital qu'on peut en gros mettre entre 2007 et 2010, au moment où la Californie impose quelques géants de la technologie, l'iPhone c'est 2007, la première décennie de cette époque numérique, elle a beaucoup été utilisée pour digitaliser ce que j'appelle l'accès aux produits, l'accès aux services et la révolution de l'accès. Il n'y a plus que quelques clics entre des consommateurs, des produits, des consommateurs, des services ou de l'information ou du réseau. Mais c'est presque une révolution superficielle quand on regarde ce qu'il y a devant nous, c'est-à-dire les 10 prochaines années. En gros, je dis toujours, le numérique a fait un tiers du chemin et les 2 derniers tiers, c'est l'entreprise elle-même. Et cette fois-ci, avec l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a des nouveaux paradigmes qui arrivent dans l'entreprise. Et puis, encore plus fort, la technologie rentre dans les produits, beaucoup plus qu'elle ne l'était. Le meilleur exemple, c'est toujours la voiture. La voiture, c'était un objet mécanique pendant un siècle. Aujourd'hui, une voiture, c'est 10 millions de lignes de code. Facebook, on pourrait penser que c'est le plus grand logiciel aujourd'hui sur Terre, il y a 3 milliards d'utilisateurs, c'est 50 millions de lignes de code. Une seule voiture, c'est 10 millions de lignes de code. Donc on voit bien que là aussi, il y a une accélération très forte. Je pense que la science et la technologie, qui était une autre partie de ta question, la science et la technologie est un nouveau couple très intéressant et dont l'avenir est prometteur. Il y a évidemment tout un tas de questions, mais on y reviendra. Mais la science a aidé la technologie dans ce que j'ai expliqué, sa capacité de calcul, sa capacité de stockage. Quand on regarde ce qu'il y a devant nous, là aussi c'est vertigineux, c'est-à-dire ce que le quantique sait faire, ou les techniques de stockage de la donnée en utilisant la façon dont l'ADN est organisé, proposent des solutions de stockage qui sont sans commune mesure avec ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc là on voit bien comment la science
permet des choses et des nouvelles frontières dans la technologie. Et de l'autre côté, la technologie aide aussi la science. Le meilleur exemple que je prends souvent, c'est celui du vaccin contre le Covid, dont le patron de Moderna dit toujours, c'est à la fois le cloud et à la fois les technologies de l'ARN messager. Là, vous avez aussi un bel équilibre entre la science et la technologie qui m'ont permis de mettre ce vaccin très rapidement, beaucoup plus rapidement sur le marché. Elle joue donc son rôle dans la science d'accélérateur, mais pas uniquement. Dans tous les domaines où il faut manipuler énormément de données, la médecine, la biologie, elle a un apport très considérable sur la vitesse et sur des nouvelles solutions, sur des maladies très rares qui aujourd'hui ne peuvent pas être abordées parce que la tech l'empêche ou parce que les moyens ne sont pas suffisants, demain ou aujourd'hui, on est déjà capable de le faire. Donc je pense que c'est un couple très prometteur. Je vais vous raconter un dernier exemple que je trouve intéressant, qu'un ancien patron du CNES avait partagé avec moi, qui est aussi un bel exemple de ce couple naissant science-technologie. Aujourd'hui, on sait envoyer des microsatellites autour de la Terre, et ça, c'est un progrès scientifique. On ne savait pas faire ça il y a quelques années, et ils sont capables d'observer beaucoup plus finement et de faire des prévisions météorologiques beaucoup plus fines sur des territoires beaucoup plus fins. Si vous mélangez ces datas de prévision météorologique sur des territoires plus fins avec le fait que, par exemple, dans cette forêt en Guyane, il y a des larves de moustiques qui peuvent être porteurs de la malaria, vous savez prédire une épidémie de malaria à 3 semaines à l'avance dans une zone qui fait 500 km². Ça, c'est aussi un exemple parmi l'infinité des cas d'usage de la force de ce couple, je trouve très prometteur, de la science et de la technologie. Voilà, je crois que j'ai répondu peut-être au-delà des 4 minutes à toutes tes questions. Olivier, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Étienne Kahn, d'abord avec cette même question. Quel est votre regard sur cette accélération technologique et scientifique? Et j'ai une sous-question dans la question. Vous plaidez beaucoup pour le décloisonnement des disciplines entre philosophie et science, par exemple. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous entendez par là. Merci, bonjour à tous et à tous. Je suis ravi de retrouver Olivier Girard. On se croise rarement, mais à chaque fois, il y a un petit dialogue qui s'amorce et qui se prolonge de façon discontinue, mais toujours féconde. Alors, je reviens sur cette idée de couple entre la science et la technologie qu'Olivier Girard vient d'évoquer. C'est un couple qui a des problèmes de couple. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça va très bien. C'est-à-dire que, comme il l'a très bien rappelé, il y a une intrication de plus en plus forte entre les technologies contemporaines, celles qui émergent, et puis une science qui est mature. Pour qu'une science devienne intéressante pour les technologues, il faut qu'elle soit mature. Or, en physique, par exemple, on n'a pas vraiment connu de révolution depuis un siècle. Depuis la physique quantique et la relativité générale d'Einstein, on a fait beaucoup de découvertes, mais aucune n'a remis en cause des fondements théoriques très anciens qui ont été posés à cette époque. Donc, l'intrication. Donc, c'est un couple qui, en effet, fonctionne très bien. Mais on peut aussi se dire que c'est un couple qui se distend. J'ai relu il n'y a pas très longtemps l'introduction rédigée par d'Alembert au XVIIIe siècle de l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Au départ, ça devait être une traduction de l'encyclopédie anglaise. Et d'Alembert et Diderot ont remarqué que dans l'encyclopédie anglaise, on ne parlait pas de technique. Et donc, ils ont inventé une nouvelle encyclopédie, 24 tomes, plus 5 tomes qu'ils ont ajoutés dans lesquels il y a des schémas, des dessins, des illustrations qui expliquent comment fonctionnent les objets techniques de l'époque. Les outils agricoles, l'imprimerie, comment on peut fabriquer un télescope, comment on fabrique du verre, etc. C'est d'ailleurs une œuvre magnifique qui a été réalisée par des artistes, des graveurs, etc. Et pourquoi font-ils cela? Il suffit de les lire. Ils pensent que plus les objets techniques seront présents dans la vie quotidienne du peuple, comme ils l'appellent, plus les principes scientifiques qui rendent ces objets possibles seront connus du peuple. Autrement dit, c'est l'idée que la technologie, la technique, est vectrice de pédagogie scientifique. Ça a peut-être été vrai à certaines époques. Si vous lisez le livre L'immortalité de Kundera, il explique que Goethe, l'écrivain, le poète, maîtrisait toutes les techniques de son temps. Il savait comment bâtir une maison, regarder au télescope, pouvait discuter avec son médecin de toutes les opérations que ce médecin était susceptible de faire, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Les objets technologiques sont devenus si complexes qu'ils sont obligés, pour être utilisables, de devenir conviviaux. Ça veut dire que plus ils sont complexes et plus il est facile de les utiliser sans rien comprendre à leur fonctionnement. Autrement dit, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la technologie nous éloigne de la science.
au sens où on n'a plus besoin de connaître un peu de science pour savoir comment fonctionne la technologie. Et moi, ce qui me fascine, c'est que parmi nous, personne n'est capable de dire comment fonctionne un téléphone portable. Personne ne sait dire par où les messages passent, par quel miracle, si j'appuie sur la touche envoyée sur mon iPhone, mon message arrive en Australie, par exemple, par où est-il passé, au bout de combien de temps arrive-t-il, on n'en sait rien. Et on ne se pose même pas la question. Ça veut dire que, comme le disait Arthur Clarke, plus un objet technologique fonctionne bien, plus il est difficile de le distinguer de la magie. Et là, le troisième point que je voulais rapidement évoquer, c'est que il me semble qu'au-delà de l'intrication qu'on a évoquée, la science et la technologie s'interrogent mutuellement, au sens où, pendant très longtemps, la science a été le bras armé de l'idée de progrès. La science et la technique étaient enchâssées dans l'idée de progrès. Mais aujourd'hui, le progrès est un mot qu'on utilise moins qu'avant. Il est même disparu des discours publics. On parle d'innovation, ce qui n'est pas la même chose. Et du coup, ça vient du fait que peut-être on a compris que la science, évidemment, produit des connaissances scientifiques, mais elle produit aussi une forme d'incertitude très particulière. On a compris que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des choses qu'elle rend possibles. Voilà. Elle dit comment faire des réacteurs nucléaires, elle ne dit pas s'il faut les faire. Elle dit comment faire des OGM, elle ne dit pas s'il faut les faire. Elle dit qu'on peut faire de l'IA, elle ne dit pas quelles sont les décisions que nous sommes collectivement d'accord pour déléguer à une machine. Voilà. Ça, ce n'est pas la science qui va répondre à ces questions. Et du coup, nous hésitons. Nous hésitons à propos des technologies. On y va, on n'y va pas. Avant, on y allait parce que c'était le progrès. Et aujourd'hui, on hésite. Et il me semble que nos hésitations ont tendance à se déplacer pour devenir des hésitations qu'on attribue non pas à nous-mêmes, mais à la science elle-même. On fait comme si c'est la science qui hésitait, alors que c'est nous qui hésitons à propos des applications technologiques. Maintenant, sur le rapport entre science et philosophie, moi je ne suis pas du tout pour la fusion, etc. La science, c'est la science, la philo, c'est la philo. Par contre, il y a des mots qui sont communs. Les philosophes parlent du temps, les physiciens parlent du temps. Donc il y a des questions de cohérence qu'on doit se poser. Par exemple, quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Et si la réponse est oui, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose? La réponse, évidemment, c'est non. Einstein ne parle pas comme Heidegger. Et donc moi qui m'intéresse autant, à qui je fais confiance? À Einstein, à Heidegger, enfin bref, il y a un travail. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. On va parler, je vais rester avec vous, Étienne Klein, parce que vous avez cité des mots de confiance, de progrès qui sont importants. On va parler donc des questions, vous avez commencé à le faire, que soulève cette accélération et ces liens compliqués entre technologie et science. Un de vos grands combats, je le disais tout à l'heure, c'est celui de la vulgarisation de la connaissance scientifique et le partage de cette connaissance. On semble être dans une période, et là je réfléchis à ce qui s'est passé pendant le Covid, où vous parliez de confiance, il y a eu au contraire une défiance, sinon envers la science, envers des scientifiques peut-être. J'aimerais bien comprendre si vous êtes d'accord avec ça. Pourquoi ce phénomène de défiance et comment est-ce qu'on peut l'adresser? Alors, on entend beaucoup dire en effet qu'il y a une défiance croissante à l'égard de la science. Mais quand on fait des mesures, c'est pas si net. Par exemple, le rapport publié en octobre 2021 par Daniel Cohen, l'économiste malheureusement décédé il y a quelques mois, une étude européenne qu'il a dirigée avec une équipe de nombreux chercheurs sur trois choses. La santé de l'économie après 18 mois de Covid, la santé psychique des populations et puis la confiance dans la science. Et ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, avant la pandémie, la confiance dans la science était très élevée, 90%, en France comme ailleurs. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que veulent dire les 90%, mais on retient que c'est un chiffre évidemment très élevé par rapport à d'autres structures ou institutions
qu'on peut évaluer de cette sorte. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant les 18 mois de Covid, cette confiance est restée stable, moyennant quelques fluctuations liées à l'actualité de l'épidémie, mais c'est resté stable, 90%, sauf dans un pays, qui est la France. En France, on a perdu 22 points de pourcentage de confiance. Donc il faut interroger cette singularité française. Maintenant, on peut atténuer la gravité de cette étude en disant, mais finalement, la question qui était posée au public, avez-vous confiance dans la science, est une question qui est tout sauf claire. On peut d'ailleurs la décliner de multiples façons. Je vous en propose 3. Ça peut vouloir dire, est-ce que vous avez confiance dans la science pour obtenir des résultats qualifiés de scientifiques qui bénéficient d'une objectivité particulière? Autrement dit, c'est des résultats qu'on ne peut pas contester par l'invocation de son ressenti, ses préjugés et de sa sentimentalité, disons. Ça, c'est une première façon de comprendre la question. Il y en a une deuxième qui est, est-ce que vous avez confiance dans la parole des scientifiques? Est-ce que quand un scientifique parle, vous avez tendance à le croire? Et si oui, est-ce que vous les croyez tous? Ou bien est-ce que vous en avez certains qui vous semblent plus crédibles que d'autres? Et puis, troisième façon de comprendre la question, est-ce que vous avez confiance dans la science et la technologie pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, les défis dont vous avez parlé tout au long de la journée, compétitivité des entreprises, changement climatique, raréfaction des ressources, pollution de tous ordres, etc. Et vous voyez bien que si on distingue ces 3 façons de comprendre la question, les réponses qu'on y apporterait seraient sans doute très différentes. En tout cas, les scientifiques restent, malgré certaines défaillances qu'on a pu observer pendant le Covid, avec des articles trop rapidement publiés, l'urgence permettant de laisser de côté la rigueur scientifique dans beaucoup de cas, il y a eu des problèmes qu'on connaît bien, la confiance reste élevée. Je pense qu'il y a des doutes sur la trajectoire. Voilà. Où est-ce qu'on va? L'idée de progrès étant largement abandonnée, c'est l'état critique du présent qui justifie nos actions, et non pas une certaine idée qu'on a du futur, qu'on pourrait configurer à l'avance de façon crédible et attractive, qui nous servirait de moteur pour aller de l'avant. Et donc la vulgarisation, pour moi, c'est une démarche au départ intellectuel. Il y a des belles idées en physique, et quiconque n'a pas eu la chance de les découvrir dans sa propre biographie doit pouvoir les rencontrer, quitte à s'y désintéresser, mais il y a une sorte d'obligation républicaine à transmettre les connaissances. Et aujourd'hui, cette démarche de vulgarisation, je pense que c'est un projet politique. Voilà. C'est un projet politique, c'est-à-dire que si on tire les leçons de la façon dont la science et la recherche ont été mises en scène publiquement pendant le Covid, il y a des leçons à tirer. Et on voit que la vulgarisation qui semble efficace, hein, vous faites des livres, vous écrivez des livres, des gens les lisent, vous donnez des conférences, des gens viennent. Mais en fait, quand vous dites cela, vous êtes victime d'un biais colossal. C'est-à-dire que la vulgarisation ne fonctionne qu'auprès de ceux auprès de qui elle fonctionne. Voilà. Et en fait, c'est très peu de gens. C'est très très peu de gens. La grande partie du public s'abreuve à d'autres sources. Et quand je dis ça, je semble opposer les scientifiques et le grand public, mais non, la frontière est poreuse. Les scientifiques ne sont compétents que dans leur discipline ou aux abords de leur discipline. Si vous me demandez d'expliquer le principe du vaccin à ARN messager, j'en serais incapable. Si vous m'interrogez sur le boson de Higgs, je pourrais répondre. Mais si vous demandez à un biologiste de parler du boson de Higgs, il ne saura pas. Par contre, il parlera bien du vaccin à ARN messager. Autrement dit, les scientifiques font partie du grand public. La seule différence peut-être qu'ils ont avec le grand public, c'est qu'ils ont plus tendance à faire confiance au discours des autres scientifiques des autres disciplines que le public. Et encore, cela devrait être démontré, j'en suis pas sûr. Et donc la vulgarisation me semble être une tâche républicaine qu'on doit mener avec de nouvelles armes, de nouveaux principes, en tenant compte des leçons historiques que la crise du Covid nous a données. Merci beaucoup. Olivier, je me tourne vers toi toujours sur ce thème des implications de cette accélération. Quelles sont les implications possibles qui t'effraient potentiellement ou
que tu trouves au contraire extrêmement positives parce qu'elles peuvent créer du progrès, pour reprendre ce terme? Alors, je vais davantage te répondre sur la partie responsable, donc sur la partie qu'on doit traiter, parce qu'il y en a des implications. Étienne, vous en avez rappelé quelques-unes d'ailleurs dans vos réponses. C'est même des impératifs d'ailleurs, encore plus que des implications. La première, c'est que tous les économistes le savent bien, pour qu'une économie fonctionne, il faut de la confiance. Si l'économie devient plus digitale, plus numérique, il faut une confiance digitale, il faut une confiance numérique. Donc ça veut dire qu'on doit se protéger. Donc c'est tous les sujets de la cyber, mais ce n'est pas seulement les sujets de la protection, c'est les sujets de l'éducation. Ça, c'est un premier sujet. On a besoin d'aller dans un autre domaine de la confiance, qui est cette confiance digitale. Le deuxième sujet, c'est celui de la responsabilité, qui est très large. On ne peut pas le couvrir en 2 minutes. Une intelligence artificielle n'a pas conscience, n'a pas de conscience, elle n'a pas conscience de ce qu'elle est. Et donc, c'est toujours évidemment l'homme ou la femme qui a cette conscience-là. Mais la responsabilité, ça se décline de plein de façons. Et on a de la chance d'être européen, je trouve, parce que nous, on travaille sur ces sujets-là, on légifère. En ce moment, l'Europe travaille sur le EU AI Act, qui nous donnera des règles sur, en particulier, une règle essentielle dans le monde de l'intelligence artificielle, qui est celui de la capacité à pouvoir tracer des choses, à pouvoir tracer des décisions. L'entreprise a besoin de comprendre tout le temps, en permanence, comment telle décision ou tel fait est arrivé. Donc ça, c'est absolument essentiel. Donc là, il y a des questions de responsabilité qui sont très importantes. Il y a la troisième implication, ou le troisième impératif, c'est évidemment l'impératif de la planète. C'est celui du carbone. Vous le savez tous, je pense que je ne vous apprendrai rien, mais aujourd'hui, l'empreinte carbone de la technologie, c'est 3 à 4%. Si on tire un trait sur la façon dont la technologie progresse aujourd'hui dans le monde, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en 2030, c'est entre 10 et 12%, en 2040, c'est 15%. Alors c'est difficile de faire des projections. 15%, c'est l'agriculture, un peu plus que l'agriculture aujourd'hui. Donc c'est un problème très sérieux qui aujourd'hui commence à être adressé. Et on aura probablement largement besoin de la science. Mais je dirais, le quatrième défi ou le quatrième impératif qui est pour moi le plus important, c'est le couple homme-machine. C'est un des grands défis du XXIe siècle que de devoir probablement le réinventer. Parce que les chiffres qui circulent sur l'impact sur les tâches et l'emploi que l'intelligence artificielle, dans ses formes les plus évoluées, va avoir, sont à peu près constants, quels que soient les auteurs depuis quelques années. On parle de 30 à 40% des tâches qui vont être impactées. Ça ne veut pas dire supprimées, mais impactées. Ça, les 2 dernières révolutions industrielles ne sont pas allées à cette échelle-là. Et on touche tout le monde dans l'entreprise et tout le monde dans la population, alors qu'avant, on était quand même toujours en face des mêmes segments dans les 2 premières révolutions industrielles. Donc là, on voit bien qu'on a un défi unique, probablement le plus important, ou un des plus importants avec celui de la planète dans ce 21e siècle, qui est celui de réinventer, à la fois individuellement et collectivement, comment on va travailler avec, en particulier, avec la technologie. Alors la clé, on l'a dit, Étienne l'a évoqué, la clé, c'est une partie de la clé, c'est la vulgarisation, c'est l'éducation, c'est comprendre, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas en face de boîte noire ou de la magie, comme vous disiez. Nous, on utilise quelque chose chez Accenture qu'on appelle le quotient technologique, le TQ, c'est-à-dire et j'aime bien la façon dont vous l'avez dit, Étienne, c'est une obligation républicaine. Je pense absolument que élever le quotient technologique de nous tous, c'est une obligation républicaine. C'est comme ça qu'on l'a pris chez nous. C'est-à-dire qu'on a dit les 750 000 collaborateurs d'Accenture, même dont ceux dans laquelle la technologie n'est pas le métier, devront chaque année avoir leur quotient technologique évolué et avoir des formations pour aller au-delà de ces mots qu'on lit tous les jours dans les journaux et dont on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce que ça veut dire machine learning? Qu'est-ce que ça veut dire cyberattaque? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que la data? Pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité? Et donc aller au-delà de ces mots-là et éviter ce syndrome magie, boîte noire, et rentrer dans cette vulgarisation me paraît effectivement, et je trouve le mot très bon, une obligation républicaine. Cette pédagogie sur les 750 000 salariés d'Accenture, est-ce que ça va au-delà du périmètre d'Accenture? Oui, il y a de nombreux clients qui nous le demandent, qui nous disent c'est formidable, on veut la même chose, et donc ça, c'est tout à fait facile à organiser. On l'a beaucoup fait d'ailleurs pendant le Covid, et c'est assez bien fait. Alors pardon, je suis un peu promoteur là, mais c'est un peu bien fait parce que vous avez un examen, et en fonction de l'examen, vous avez des cours personnalisés qui vont de 5 minutes à 1 heure. Et même d'ailleurs, si vous savez tout répondre, vous avez quand même 5 minutes de cours, parce qu'on ne sait jamais. Mais ça permet d'aller un peu plus loin sur ce que c'est. Mais je voudrais terminer sur à mon avis, cette époque
époque, ce point d'inflexion, cette bascule qu'on vit, parce que elle rappelle quand même l'époque de la découverte de l'imprimerie. Donc la fin du XVe siècle a vu la naissance de l'imprimerie, et donc avec des implications que je n'épuiserai pas en quelques minutes, mais qui sont évidemment très profondes, mais on pourrait les résumer en disant l'humanité a appris à lire. On est passé d'une époque où on était dans une tradition orale, on est passé à une époque d'une tradition écrite. Le livre existait déjà avant. Le livre était celui fait par les moines copistes. Il était tout à fait différent du livre qui est venu après l'imprimerie. Le livre d'avant l'imprimerie, il est magnifique. C'est une œuvre d'art, il y a des enluminures, etc. Le livre d'après l'imprimerie, on s'est rendu compte qu'il fallait le modifier. On a inventé la ponctuation, on a développé la ponctuation. Avant, un livre d'un moine copiste, on commençait la page 1 et on terminait la page 100. On a inventé les chapitres au moment de l'imprimerie parce qu'il fallait rendre cette matière plus digeste, parce que quelque chose de nouveau apparaissait. Je pense qu'on est dans une époque probablement similaire, parce qu'on passe d'une tradition écrite à une tradition numérique ou digitale, je ne sais pas quel est le bon mot, où on doit probablement également réinventer la façon dont on va organiser le savoir, diffuser le savoir. On voit bien qu'il n'y a pas que le texte, on voit bien qu'il y a l'image, il y a autre chose. Donc on est dans cette époque de bascule où, à mon avis, sur ce sujet-là, il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, et j'ouvre une parenthèse en réagissant sur ton expression, un moment de bascule dans la technologie. Dominique Moisy, il y a un instant, nous disait que ce moment qu'on vit en géopolitique est un moment qu'il n'a pas connu en termes d'intensité depuis sa naissance. Et quand on parlait de transition climatique plus tôt, c'est également le même degré d'urgence et de bascule dans laquelle on sent bien qu'on est rentré. Merci beaucoup. On va, puisque c'est le thème de notre journée, l'attractivité du pays, essayer de comprendre un peu ce que tout ça veut dire pour l'attractivité de la France. Étienne Klein, je vais commencer par vous. C'est en gros la même question à chacun, mais en respectant les spécificités de l'un et de l'autre. La France, selon vous, est-elle bien positionnée en matière de progrès scientifique et technologique? Et peut-être, j'ajouterais, à commencer par l'enseignement des jeunes générations, je pense aux mathématiques par exemple, mais quels sont nos points forts, nos points faibles? Alors c'est la question pour laquelle je me sens le moins compétent. Comme vous savez, dans les classements internationaux, il y en a plusieurs, la France recule d'année en année, sans provoquer beaucoup d'émoi politiques, même s'il y a des signes de changement de ce point de vue assez récents, qui m'a livré une explication caricaturale, mais que je rappelle parce que peut-être elle aide à comprendre des choses. Il m'a dit, vous les Français, vous avez guillotiné un roi. Et ensuite, vous avez éliminé votre élite, l'aristocratie. Il a fallu en construire une nouvelle, en prenant comme critère le mérite et l'intelligence. Donc vous avez créé les grandes écoles scientifiques, Polytechnique en 1794, les mines, les ponts, etc. Et ensuite, vous avez structuré votre enseignement de façon à ce qu'on puisse assez vite déterminer qui on va envoyer sur les bancs des grandes écoles scientifiques. Et du coup, vous avez utilisé les mathématiques comme une matière sélective, donc repoussoire, au lieu de la présenter comme une discipline qui permet d'avoir des joies intellectuelles. Voilà. Des joies intellectuelles. Et je pense que la science est un réservoir de joies intellectuelles incroyable. Incroyable, et c'est sur cela qu'on devrait miser. Et en France, quand un élève a la réputation à l'âge de 10 ans d'être mauvais en maths, l'affaire est pliée. On lui conseille d'aller faire des lettres, en lui expliquant d'ailleurs que s'il fait des lettres, sa sensibilité littéraire sera abîmée s'il fréquente les sciences. C'est quand même la France, et là c'est un handicap, la France qui a inventé l'idée absurde qu'il y a différentes sortes de cerveaux. Il y aurait des cerveaux scientifiques et des cerveaux littéraires. Et un cerveau serait d'autant moins scientifique qu'il serait davantage littéraire. Et si un intellectuel ne dit pas qu'il est nul en maths, on va penser qu'il est un mauvais intellectuel. Donc il y a une petite réforme à faire. Merci beaucoup. Même question pour toi, Olivier. Donc sur positionnement de la France dans cette accélération technologique et scientifique, ça sera le mot de la fin.
Moi, je pense que la France a plein d'atouts, les talents. Il y a beaucoup d'écoles de qualité qui forment des gens de technologie en quantité et en qualité, les infrastructures, le fait d'avoir des grands acteurs et des plus petits acteurs aussi. Il faut les deux dans une économie, il ne faut pas que l'élite. Mais il y a aussi des leaders mondiaux, mais il y a aussi la French Tech. Donc il y a beaucoup d'atouts que tout le monde connaît. Le fait d'évoluer en Europe au milieu d'un univers réglementé est un atout également. Il y a deux choses auxquelles on pense un peu moins, c'est l'usage qu'on fait de la technologie, à mon avis, est aussi un atout. Je prends un exemple, la plateforme numérique de santé, c'est-à-dire le fait que nous tous les Français, on peut mettre nos datas dans cette plateforme numérique. L'usage numérique est aussi pour moi un critère. Aujourd'hui, il y a 10 millions de Français dessus. C'est un véritable enjeu national pour moi, qu'on soit demain à 20, 30, 40 millions et qu'on utilise la richesse qu'on pourra greffer sur cette plateforme. Donc il n'y a pas que les acteurs ou la production de talent, il y a l'usage qu'on en fait. Et la deuxième chose, c'est je pense que la tech pour la tech, ça a un sens en soi, évidemment. C'est un métier. Mais ce qui va compter dans les années à venir, c'est la tech et des secteurs industriels. La tech et l'aéronautique, c'est un point fort en France. La voiture connectée, la biotech, etc. C'est le mélange des secteurs qui fera vraiment la différenciation et l'avenir de la France sur ces sujets-là. Un grand merci à tous les deux. Ravi d'être là dans ce lieu. C'est toujours émouvant de se retrouver dans cet amphithéâtre. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, je suis un grand fidèle des États de la France. L'accord de Paris, c'est plutôt la mise en route de la direction de l'économie mondiale vers une économie décarbonée. Quels sont les atouts de la France dans ce domaine? On se doute et on devine que sur le plan numérique, on n'a pas des atouts extraordinaires. On va retrouver sur place au CESE notre journaliste Charlotte Guerre. À ses côtés, Raymond Soubi. L'attractivité de la France suppose que la France soit capable de donner des réponses positives sans drame. Et donc ce qu'on doit faire, c'est diminuer notre empreinte carbone tout en continuant à garder le même niveau de vie. Le modèle d'hypermondialisation n'est plus soutenable, où on avait des composants qui parcouraient jusqu'à 800 000 km. Mais globalement, sur le plan de l'attractivité, la France se sort quand même bien de la mauvaise passe que le monde vient de traverser. En mettant en place le fonds de solidarité, tous ces choix aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais c'était bien normal, monsieur le maire. Tout le monde aurait fait la même chose à votre place. » J'en suis pas certain. Avoir des centres de décision dans notre pays, c'est garantir aussi des arbitrages qui sont favorables au tissu productif français. C'est un élément du combat que nous menons tous et toutes dans cette salle. Alors, le ministre vient de nous y inviter. Nous allons maintenant nous mettre au travail.